Bonjour, je suis très content de vous retrouver dans ces conditions un petit peu paradoxales où parler du monde depuis chez soi a quelque chose d'un petit peu étonnant. Voilà, nous nous intéresserons donc aujourd'hui à la dimension mondiale de la sécurité alimentaire et je vous propose de le faire en quatre temps. Tout d'abord, revenir sur le pourquoi de cette dimension mondiale, revenir ensuite sur quelques faits et images sur ce qui se passe en ce moment, parler de transition, je crois que c'est le thème du cycle de l'année, et puis revenir en fin de compte de manière un peu réflexive sur le rôle du scientifique. Alors tout d'abord, pourquoi la sécurité alimentaire s'invite-t-elle au niveau mondial? Puisqu'en fait, dès le début de l'histoire, très loin, le fait alimentaire est celui qui structure les sociétés d'un point de vue politique, que ce soit l'empereur, le roi, le monarque, la sécurité alimentaire d'un côté, la souveraineté, puisqu'on en parle dans ces termes alimentaires, de l'autre, le spectre des crises et des famines, comme vous le voyez ici sur cette image, a toujours structuré les sociétés. Et c'était bien la prérogative au niveau de la part du monarque, ou plus récemment de l'État-nation, que d'assurer ce devoir de l'alimentation bien avant que le droit ne soit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Beaucoup plus récemment, vous voyez cet enjeu politique qui se maintient, comme ici sur la photo d'en bas à gauche au Venezuela très récemment, ou encore dans le contexte de crise de Covid, le spectre de l'insécurité alimentaire en Afrique qui ressurgit. Alors, comment elle s'installe, cette échelle mondiale? Bien évidemment par l'intensification des mouvements des hommes, des espèces animales et végétales et des produits, au-delà des routes de la soie qui voient une forme moderne aujourd'hui, c'est bien par l'extension des empires et d'une certaine manière la colonie euh, que s'instaure cette dimension mondiale. Vous en avez une superbe illustration dans cet ouvrage de Christian Grattalou qui raconte en 2017 comment le café, le thé, le cacao vont structurer nos habitudes, mais surtout écrivent l'histoire du monde à partir du XVIIIe siècle. Et puis, plus récemment, à partir du XIXe siècle, les échanges s'intensifient très fortement au cours des dernières décennies, mais depuis le XIXe siècle, fondé sur la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui montre que la spécialisation de chacun des pays sur ses avantages et le fait d'enlever toute contrainte à la circulation des marchandises, finalement accroît la richesse de tout le monde. Et donc cette gouvernance de fait une gouvernance de fait se met en place autour de l'alimentation par cette circulation et par l'instauration de ce marché au niveau mondial. Et on n'assistera pas réellement à une remise en cause de ce pilotage par le marché, même si ici et là, de manière récurrente, des crises apparaissent et qui se traduisent toutes, même si elles ne sont pas nécessairement alimentaires au départ, par une dimension alimentaire. C'est le cas de la Grande Dépression de 1929-1930 aux États-Unis, avec cette illustration des raisins de la colère. En fait, chaque fois qu'une crise apparaît, on assiste par rapport à cette dimension mondiale à des replis qui sont souvent temporaires et à la mise en place de mécanismes par les États-nations qui permettent de pallier aux défaillances. Ce sont les coupons alimentaires aux États-Unis en 1930 déjà. C'est après la Deuxième Guerre mondiale la création d'une agence des Nations Unies, l'Organisation pour l'agriculture et l'alimentation, aujourd'hui basée à Rome, mais faisant suite à une conférence. Dans les années 70-80, après les sécheresses du Sahel,
on crée de nouvelles agences des Nations Unies. La réponse institutionnelle est bien souvent celle qui est mise en avant, donc le Programme alimentaire mondial, le Fonds d'investissement pour le développement agricole, le Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire, et puis plus récemment, en 2008, ce que l'on va baptiser les émeutes de la faim, qui sont en fait une crise essentiellement financière. Et toutes ces crises ne remettent pas en cause ce pilotage, là, ce sont des illustrations, mais montrent également qu'il est bien difficile, malgré son inscription dans la déclaration de 1948, de faire respecter le droit à l'alimentation. Donc cette échelle mondiale, elle émerge, elle s'impose, elle s'accompagne de crises et de régulations, tiens donc, on le voit encore aujourd'hui, et qui sont entre autres liées au fait que au-delà de cette volonté de croissance au niveau mondial, apparaissent bien évidemment des interdépendances, y compris les effets parfois négatifs à distance du marché, y compris le fait que, comme nous le voyons dans le cadre du Covid, les dimensions de santé animale, santé végétale, santé humaine sont liées et peuvent être bigrement affectées par cette dimension mondiale, y compris la découverte au niveau mondial des externalités environnementales, dégradation de la biodiversité, dérégulation climatique, j'y reviendrai, et le fait que l'on commence à parler, à partir du Club de Rome en 1972, du fait que la planète aurait des limites. Une autre dimension de ces interdépendances est bien évidemment l'intensification des processus migratoires. Et vous le voyez sur cette image de droite, sous forme caricaturale, le fait que l'aliment passe allègrement les frontières. Alors, par rapport à cela, on éprouve, à partir des années 70, le besoin de parler de sécurité alimentaire, on n'en parlait pas dans ces termes auparavant, et donc de donner une première définition. C'est le cas en 1974, donc à la fois, vous vous rappelez, choc pétrolier et dans le même temps crise alimentaire dans le Sahel, en plein boom démographique, le moment où l'explosion de la population au niveau mondial est le plus fort. Et on va en parler dans ces termes-là, au premier sommet mondial de l'alimentation, avec cette définition. Et j'insisterai sur les 3 mots soulignés en rouge. On en parle en termes d'approvisionnement, on en parle essentiellement au niveau mondial, et on en parle en lien avec cette question de la variation des flux. Donc c'est bien le moment, après la création de la FAO en 1945, le moment où l'on va parler de l'alimentation aussi comme une question mondiale. À ce moment-là, on le voit essentiellement comme un besoin de moderniser l'agriculture pour assurer sa capacité à approvisionner le monde. Et donc, on va mettre en avant cette dimension technologique du changement. On va parler de révolution verte dans les pays du Sud, dans les pays dits en développement à l'époque, pour promouvoir une révolution verte plutôt que la révolution rouge du communisme et de l'hémoglobine et du conflit. Donc, comme je vous le disais, on ne remet pas en cause cette gouvernance, c'est bien par l'augmentation de la production et par le marché qu'elle s'installe, et même quand l'on verra émerger d'autres questions à traiter au niveau international, c'est le cas des questions environnementales dans les années 90, après le sommet de Rio, elles seront traitées dans des enceintes qui seront chacune spécifiques avec une grande étanchéité du traitement de ces questions mondiales. Un exemple en est par exemple l'autonomie de l'Organisation mondiale du commerce par rapport à l'ONU, et d'une certaine manière, c'est l'agenda 2030 pour le développement durable qui implicitement a l'ambition de décloisonner cela. Par rapport à la question du marché et à la question alimentaire, il y a peut-être une exception que nous pouvons garder à l'esprit, c'est celle de normes sanitaires qui s'imposent à la circulation des marchandises. On peut citer par exemple le cas de la fièvre afteuse dans le domaine animal qui vont aboutir à la mise en place de contraintes à la circulation des marchandises. Et cette
cette gouvernance par l'augmentation de la production et par le marché est d'autant moins remise en cause que le bloc de l'Est s'effondre dans les années 90 et même l'effritement du multilatéralisme plus récemment au cours des 10-15 dernières années ne viendra pas affecter cela. Donc, nous avons en second plan besoin de nous arrêter sur cette image de l'insécurité alimentaire, une image qui a bougé de manière importante par rapport au contexte des années 70 qui a vu la première définition. Tout d'abord, nous dire que non, cette question n'est pas réglée. Comme le disait ce dessin de Plantu en 1983 et qui est toujours d'actualité, elle n'est pas réglée. Quelques chiffres, un enfant meurt toujours toutes les 30 secondes, ce qui est absolument intolérable. Et même si la question n'apparaît pas dans les médias tous les jours, et même si on s'est habitué à la voir disparaître à certains moments, elle revient en permanence et de manière récurrente sous la forme de drames et sous la forme d'alerte, mais souvent quand c'est trop tard. En fait, elle est souvent déléguée au secteur caritatif et donc à l'urgence et fait peu l'objet de planification et d'anticipation. Alors, prenons une carte de la faim. Celle-ci est un petit peu ancienne, de 2015, mais on aurait les mêmes images en 2019. J'ai pris cette carte pour deux raisons. Un, vous voyez sur la carte centrale l'effort qui a pu être réalisé entre 1990 et 2015 dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Et vous voyez ceci de surprenant, c'est le bond en avant des pays émergents, en particulier la Chine et le Brésil, qui vont sortir en grande partie des cartes de la faim, l'Inde dans une moindre mesure, alors que sur le continent africain, on n'arrive pas à répondre aux objectifs. Et sur la carte en bas à gauche, qui parle suffisamment par les couleurs, même si vous n'arrivez pas à lire les légendes, nous y voyons la prévalence de la sous-nutrition. Et nous voyons donc la confirmation de la situation qui s'est améliorée en Chine et au Brésil et les situations catastrophiques, en particulier sur le continent africain. Avec un paradoxe supplémentaire, c'est que ce sont les populations rurales, celles qui sont censées alimenter la planète, qui finalement sont les plus touchées, vivant dans des conditions d'extrême pauvreté et de précarité. Alors, des chiffres un peu plus précis, ceux de 2015 toujours, en nous rappelant que ce chiffre de 800 millions d'habitants environ, grosso modo, depuis plusieurs décennies, de personnes qui souffrent de sous-nutrition chronique, avec encore une majorité compte tenu des effectifs démographiques en Asie du Sud et de l'Est, mais une part importante en Afrique subsaharienne. Rappelons-nous aussi de cette évolution incroyable de cette prévalence qui passe en gros de 20% dans les années 90 à 10%, 25 ans plus tard. Alors, en parallèle, il faut savoir que la population a pratiquement doublé pendant cette même période, donc l'effectif est resté effectivement le même. Donc, on peut le voir sous l'angle du verre à moitié vide, sous l'angle du verre à moitié plein. On a réussi à diminuer par 2 la prévalence. On garde malheureusement les mêmes effectifs, donc avec cette image paradoxale d'une trajectoire d'amélioration toute relative. Et puis, plus récemment, vous avez peut-être vu dans les médias une reprise de ce nombre. Alors, elle reste relativement modeste, puisqu'on parle de 10 millions, 20 millions, 30 millions de plus, essentiellement dans les situations de conflit, dans la corne de l'Afrique et au Yémen en l'occurrence, mais donc après plusieurs années de diminution de ce chiffre, diminution très relative de ce chiffre de 800 millions, on met en avant aujourd'hui un redémarrage.
retenez surtout le fait que ce chiffre de 800 millions évolue très très peu. Et donc, revenons sur ces données globales. Vous voyez ce que je vous disais à l'instant du doublement de la population entre 1961 et 2005, qui passe ici de 3 à un peu plus de 6 milliards d'habitants. C'est absolument incroyable. Et dans le même temps, nous avons réussi cette prouesse absolument fantastique d'augmenter la disponibilité alimentaire par habitant au niveau mondial. Vous voyez ici la moyenne, elle passe en gros de 2500 kilocalories par jour et par habitant en 1961 à 3000 en 2005, et ce malgré le doublement de la population mondiale. Imaginez un instant le fait que nous n'ayons pu réaliser cette prouesse. Cela aurait été guerre, famine, absolument incroyable. Donc, pouvons nous en féliciter de cette augmentation de production. Et cette augmentation de production repose sur le fait que, dans un contexte où la population a doublé, la production de biomasse alimentaire a, elle, dans le même temps, été multipliée par 2,5. Et alors, en mettant en perspective les données que je vous donnais tout à l'heure, c'est la courbe bleue, et la légende est à droite. Nous sommes, bon an, mal an, à 800 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition, avec des pics, comme vous le voyez, au-delà de 1 milliard en 2010. Et la courbe rouge, qui correspond exactement à la même courbe qu'en haut à droite, à savoir l'augmentation du disponible alimentaire par jour et par personne, qui se situe bien au-delà de ce qui serait nécessaire si l'accès à la population était permis de manière égalitaire par tout le monde. Eh bien, vous voyez sur cette courbe le paradoxe et l'impasse dans laquelle nous sommes. Nous avons augmenté la disponibilité alimentaire par jour et par personne malgré le poids démographique, et le nombre de personnes qui souffrent de la faim reste le même. Parallèlement à cela, nous avons la transformation agricole qui a permis cela, a aussi généré des problèmes liés à l'environnement, liés au climat, liés à la justice sociale, liés à l'émergence de nouvelles formes de malnutrition, et en particulier celle de l'obésité. Mais avant de revenir sur l'obésité, donnez-moi une seconde pour revenir sur la définition de la sécurité alimentaire au niveau mondial. Ça, c'est la définition que j'ai commentée tout à l'heure. Déjà dès 1983, et en particulier en lien avec les travaux dans la même courant de pensée que les travaux d'Amartya Sen, on ne va plus s'intéresser uniquement au monde, mais également à tout individu, et on ne va plus s'intéresser uniquement à l'approvisionnement, mais également à la capacité de chaque individu d'accéder à l'alimentation dont elle a besoin. En 1996, lors du second sommet mondial de l'alimentation, on affinera encore un petit peu cette définition en mettant en avant 4 dimensions: celle de la disponibilité, donc de l'approvisionnement, celle de la capacité de tous les ménages à accéder à l'aliment, celle de la capacité à s'alimenter de manière adéquate tant d'un point de vue biologique que culturel, et celle, en cas de crise, de pouvoir résister au choc. Et donc, si je reviens sur cette question qui nous est souvent posée, est-ce qu'on peut alimenter 10 milliards de personnes? Est-ce qu'il faut produire plus et combien pour cela? Est-ce qu'il faut produire 100% de plus, comme le disait la FAO il y a une dizaine d'années, 70%, comme elle le disait un peu plus récemment, 60% actuellement, ou alors, comme le disent la prospective INRA, CIRAD, Agrimonde, dans des conditions très particulières de convergence alimentaire uniquement à 20%, eh bien, si l'on regarde la manière dont est formulée cette question, implicitement, il pose un certain nombre d'hypothèses. La première, c'est que nous serions en déficit mondial. Comme je vous l'ai montré, c'est faux. La deuxième, c'est qu'une augmentation du disponible résoudra le problème. Comme je vous l'ai montré, c'est faux. Et puis, tout un tas d'autres
postulats qui l'accompagnent, que nous serions capables de distribuer l'aliment à l'occasion des crises, que nous serions capables de maîtriser les usages non alimentaires de l'alimentation, et je pense entre autres à la valorisation énergétique de la biomasse, que nous serions capables de limiter l'augmentation de consommation de produits d'origine animale en Asie, aujourd'hui en Chine à 40 kg par habitant et par an, alors que nous sommes à 80 dans les pays de l'OCDE, que nous serions capables de réduire les pertes et gaspillages qui, dans les pays, se situent autour des 30% environ, et que finalement, nous n'avons aucun problème de renouvellement des ressources naturelles à organiser. Vous voyez de manière un peu critique, puisque toutes ces hypothèses et postulats sont faux, que nous faisons fausse route en le posant comme cela, que cela a été la doctrine implicite des dernières décennies, qu'elle était d'ailleurs justifiée au regard du doublement de la population mondiale, au regard de l'explosion démographique, mais qu'elle est totalement inadaptée aux défis de demain. Premièrement, parce qu'elle ne nous permettrait pas d'assurer la sécurité alimentaire, puisqu'elle ne nous l'a pas permis au cours des dernières décennies, et qu'en plus de ça, elle ne permettrait pas de traiter un certain nombre de problèmes que l'agriculture se doit de régler. Donc, il nous faut reformuler complètement la question. La question n'est pas de nourrir 10 milliards d'êtres humains, mais de repenser les trajectoires, les modalités, les conséquences qui nous permettent de le faire, en repensant qui consommera quoi, qui nourrira qui, quelles sont les empreintes de la production et comment peut-on organiser les échanges pour cela. Alors, je reviens une seconde sur ce défi démographique. Vous voyez ici l'étonnante courbe démographique de la planète au cours des derniers siècles. Et ce n'est pas un hasard si Malthus, en 1798, juste au moment de l'inflexion, commence à dire « eh bien, ça ne va pas le faire ». Et le raisonnement de Malthus était fondé sur le fait qu'il observait une augmentation exponentielle de la population, alors que la production agricole, elle, n'augmentait que de manière linéaire. Au-delà des préconisations de Malthus, difficilement acceptables aujourd'hui d'un point de vue éthique, ces projections ont été fort heureusement, n'ont pas vu le jour, fort heureusement, ne se sont pas traduites concrètement. Premièrement, parce que Malthus ne pouvait pas imaginer à quel point la production agricole connaîtrait une explosion, une augmentation exponentielle, et dans le même temps, le fait que le taux de natalité se mettrait à diminuer 30-40 ans après la diminution du taux de mortalité, aboutissant à un plateau démographique et un terme à la transition démographique avec une stabilisation de la population mondiale. Et donc, cette augmentation de production, vous la voyez ici traduite, il y a derrière ces courbes des millions et des millions de données. On a additionné les pommes, les poires, les poissons, les kilos de canard, tout ça en kilocalories. Et vous voyez, pour chacune des régions du monde, l'incroyable augmentation de productivité dans l'ensemble des régions du monde. Je dis bien dans l'ensemble des régions du monde. Alors, la courbe bleue en Asie, grâce essentiellement à l'irrigation et à l'installation de double et triple sites de production et une augmentation de la productivité incroyable du travail. Dans les pays de l'OCDE, en orange, grâce à la mécanisation et une augmentation incroyable de la productivité de la terre et du capital. Mais même en Afrique, la courbe noire, vous voyez que la productivité a doublé au cours des 40 dernières années. Cette modernisation de l'agriculture, elle a reposé essentiellement sur le recours à l'énergie fossile, sur la chimie, pesticides, insecticides et engrais, sur la génétique et l'amélioration des races et des variétés, sur l'irrigation qui permet de s'affranchir des stress hydriques et sur
l'hypothèse selon laquelle une spécialisation et une uniformisation permettraient d'augmenter les rendements, et ce d'autant plus qu'on ne tenait pas compte, on n'a jamais tenu compte des externalités produites à ce moment-là. Et donc, si l'augmentation de la production a permis d'éviter les grandes famines, en tout cas à l'échelle mondiale et au-delà des conflits localisés, vous voyez en particulier sur la courbe de gauche ici qu'elle a permis de diminuer les retards de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, ce qui est un indicateur de sous-nutrition chronique, de manière incroyable au cours des 25 dernières années. Mais dans le même temps, vous voyez sur la courbe de droite une augmentation de la situation. Alors là, c'est le surpoids, mais sur l'obésité, on aurait des courbes similaires dans tous les pays du monde, dans toutes les régions du monde, y compris, comme vous le voyez en bas, en Afrique. Nous avons donc, même si le terme n'est pas adapté, une véritable épidémie d'obésité qui marque l'ensemble de la planète, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'insécurité alimentaire ne peut être réduite à la sous-nutrition. On parlera plutôt de malnutrition sous toutes ses formes et d'un triple fardeau qui est constitué, de ces 800 millions de personnes qui se couchent en ayant faim, de 2 milliards de personnes qui souffrent de carences de micronutriments et de problèmes associés, vitamine A, fer, iode, etc., et de 2 milliards de personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité, dont 600 millions donc en situation d'obésité, chiffre qui a été multiplié par 10 en 40 ans, qui explose de manière exponentielle, avec ses conséquences en termes sanitaires, en termes de diabète, en termes de cancer et en termes de maladies cardiovasculaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et même en situation de crise de Covid, l'alimentation est la source numéro 1 des problèmes de santé publique. Alors par rapport à cela, oui, nous avons besoin de transformer l'agriculture et l'alimentation au regard des empreintes de ce que cette transformation incroyable est nécessaire à générer, et puisque, comme je pourrais le dire de manière un peu courte, ça ne peut plus le faire. Alors, on peut prendre les différentes raisons, les unes après les autres, qui font que l'agriculture est au centre des préoccupations mondiales. Ce sont les maladies infectieuses, qu'elles soient liées à la qualité sanitaire des produits ou aux épizooties comme la grippe aviaire et plus récemment le Covid, que ce soit les problèmes nutritionnels liés dans le cas de la controverse sur les produits ultra transformés, en tout cas sur les produits riches en graisse, sucre et sel, et en particulier pour les personnes les plus vulnérables, et le couple mère-enfant en est un exemple, que ce soit dans le cadre des équilibres énergétiques à venir, tant en termes d'utilisation par le secteur agricole de l'énergie qu'en termes de production potentielle, que ce soit par la capacité de l'agriculture, selon les modèles de développement, à détruire ou au contraire à générer de l'emploi agricole, donc à participer à la création de revenus, de richesses, à la stabilité politique et à la paix, ou que ce soit encore dans le cadre des questions environnementales et climatiques. Vous en avez ici 3 illustrations. La première en haut, le fait qu'au-delà du tabou, l'agriculture est l'un des émetteurs principaux de gaz à effet de serre, environ 1/3, et dans le même temps souffre bien évidemment des conséquences du changement climatique. Le second, dans cette illustration du fait que nous ayons dépassé les limites de la planète, le fait que l'agriculture soit l'une des principales raisons d'extinction et de transformation de la biodiversité, et puis en noir dans la figure d'en bas, l'effet de l'agriculture sur la dégradation des ressources en eau, essentiellement dans les zones arides. Donc ça ne peut plus le faire, il faut repenser les systèmes alimentaires, repenser les manières de produire
c'est la couverture du dernier rapport du HLPE. J'y reviendrai un peu plus tard sur l'agroécologie. Et puis, en 2006, cet appel à ne plus consommer de viande par Pachauri, président du GIEC, prix Nobel de la paix à cet égard, et donc controverse qui ne passe absolument pas inaperçue. Que ce soit également pour, au-delà des manières de produire et des tabous sur certains produits, de repenser les régimes alimentaires. Cette récente publication de Eat dans le journal Lancet qui invite à repenser un régime universel, diversifié, contrairement à la malbouffe, et qui permettrait non seulement de garantir la santé des individus, mais également la santé des écosystèmes, de limiter les pertes et gaspillages et favoriser les systèmes circulaires, de poser la question de l'impact des transports et tant sur les acteurs des filières que sur les écosystèmes, de la mise en avant de la dimension locale des circuits courts, de leur promotion, et puis finalement de ce que dans un rapport du HLPE nous avons appelé environnement alimentaire, c'est-à-dire tous les facteurs qui conditionnent le comportement des consommateurs, que ce soit la disposition des étals, les prix, les taxes, les subventions, les informations aux consommateurs, et qui font que manger bien ou ne pas manger bien est également conditionné par un ensemble de facteurs qui ne relèvent pas uniquement de l'individu et qui font que, comme le disait une collègue, chef cuisinière brésilienne, fille de Gilberto Gil, et célèbre dans son pays, Bella Gil, manger est bien un acte politique. Un acte politique qui s'accompagne des plus grands paradoxes. D'un côté, l'aliment est source de plaisir, de l'autre, il est source de diabolisation et d'angoisse. Et il nous faut naviguer tous les jours dans cela. Alors oui, l'aliment est source de risques, comme vous le voyez dans cette publication, symbolisé dans cette publication de collègues du CIRAD qui s'appelle Food Systems at Risk, publié avec la FAO et la Commission européenne sur la droite. Vous avez dans le cercle bleu, désolé, c'est pas très lisible, vous avez dans le cercle bleu l'ensemble des étapes de la production agricole et la manière dont cela impacte soit sur la viabilité des écosystèmes en haut à gauche, soit sur le développement social en haut à droite, soit en bas sur la santé et la nutrition. Et donc nous avons besoin par rapport à cela d'une transformation profonde. Elle doit être radicale, elle doit être intersectorielle, elle doit être adaptée à chaque contexte parce qu'il n'y a pas de solution miracle qui soit passe-partout et universelle. Et cela demande un investissement intellectuel et matériel considérable, car peut-être contrairement à la révolution verte, nous ne sommes pas sur des solutions technologiques qui seraient réplicables à grande échelle. Au contraire, plutôt sur du coût humain adapté à chaque contexte et prenant en compte la diversité. Alors, si je parle de risque et d'angoisse, il faut aussi renverser complètement l'image et se dire que par les systèmes alimentaires et leur transformation, nous avons un fantastique levier pour adresser tous ces objectifs de développement durable. Donc, transformer les systèmes alimentaires, c'est un levier fantastique, non seulement pour atteindre l'ODD2, celui d'éradiquer toutes les formes de malnutrition, mais également pour atteindre tous les ODD. Encore faut-il que nous puissions mesurer les performances de l'acte de transformation agricole et alimentaire, et ce n'est, contrairement à ce qu'on peut intuitivement penser, pas toujours évident. Je vous en donne un exemple. Planter du café au Costa Rica, comme mes collègues le montrent, si l'on prend les règles de calcul de la forêt, le café serait émetteur de carbone, alors qu'en ayant équipé toute une plantation, ils ont démontré qu'au contraire, une plantation, dans certaines conditions, pouvait séquestrer
du carbone et donc contribuer à l'ODD 13. Et je ne peux m'empêcher ici de faire un clin d'œil au triptyque nourrir, soigner, protéger, ici à Montpellier, qui est celui de l'ICIT, et qui montre à quel point l'alimentation se retrouve au cœur des enjeux agricoles, sanitaires et environnementaux pour résoudre les problèmes de la planète. Encore faut-il que pour cela, nous passions du cadre de pensée du XXe siècle qui était augmenter la production agricole permet de résoudre par l'approvisionnement les questions de sécurité alimentaire, à un autre mode de pensée où non plus uniquement la sécurité alimentaire, mais l'ensemble des systèmes alimentaires se retrouvent au cœur des enjeux de santé des écosystèmes, de justice sociale et de santé humaine. Alors tout ça ne va pas de soi. L'alerte et le cri ne suffisent pas. Ça fait 30 ans que les scientifiques le disent et pour autant, nous ne voyons pas les choses bouger à un rythme satisfaisant. Il y a en effet de bonnes raisons, des raisons qu'on peut comprendre, qui justifient l'inaction, ou qui permettent de comprendre l'inaction et qui font barrières et obstacles. La première, elle est politique. C'est l'incapacité à mettre en œuvre ce fameux droit à l'alimentation. La deuxième, elle est celui de la définition du bon niveau de mise en place de la souveraineté. Est-elle locale? Est-elle nationale? Est-elle globale comme on a pu le penser par l'instauration du marché? Alors qu'aujourd'hui, on redécouvre, à l'occasion du Covid, le besoin de répondre aux enjeux de souveraineté nationale. Par ailleurs, nous avons vu au cours des 2 dernières décennies une augmentation de la concentration au sein du secteur agro-agricole qui rendent difficile ces transformations à un petit nombre d'entreprises contrôlant un grand nombre d'évolutions, en particulier dans un contexte de désengagement des États. Bien évidemment, l'existence de conflits d'intérêts, l'exemple que je peux vous donner le plus évident sera celui du tabac et de l'alcool. Et puis, dans l'opinion publique, la difficulté à dépasser les polarisations entre certains qui pensent que c'est tout bien, certains qui pensent que c'est tout mal, et on le voit bien s'exprimer à propos des controverses comme celle des OGM ou du statut de la consommation de produits animaux. Donc tout cela ne changera pas spontanément. Nous avons besoin de nouveaux paradigmes, nous avons besoin d'une nouvelle gouvernance qui ne soit pas celle par le marché, mais celle qui permette de penser les systèmes alimentaires pour le développement durable. Nous observons que les solutions win-win souvent mises en avant sont très très rares et que nous avons plutôt besoin de gérer des compromis et de procéder à des arbitrages tout en évitant les comportements opportunistes et de savoir lever les barrières et les obstacles en cas d'asymétrie de pouvoir et de conflit d'intérêts. Un autre petit clin d'œil au contexte local, la mise en place d'un institut de connaissances avancées, MAKE-IT, Montpellier Advanced Knowledge Institute, fondé sur l'hypothèse que le traitement des controverses permet d'accélérer les transitions. Et dans ce contexte-là, j'aurais envie de dire, je ne crois pas à cette expression de scaling up qui est invoquée par tout le monde, parce que comme vous pouvez le voir sur la figure de droite, le monde fourmille de diversité et d'initiatives partout. Que le scaling up est plutôt fondé sur la capacité à diffuser des expériences locales réussies ou des technologies réussies. Et en général, on voit que la spécificité du contexte rend cela difficile. Donc, il vaut bien mieux militer pour l'organisation de solutions et d'actions cohérentes à différents niveaux, que ce soit la promotion de l'innovation locale, oui, j'y crois, la capacité à construire des pactes au niveau territorial pour vivre et manger ensemble, les politiques nationales qui permettent de réguler et de promouvoir, voire d'interdire, et des accords multilatéraux comme ceux autour des questions environnementales ou du commerce. Un petit clin d'œil à la crise du Covid aujourd'hui, nous observons un retour sur le local et sur la souveraineté.
en pensant que les circuits locaux et la reterritorialisation et la relocalisation, en particulier de l'environnement, la souveraineté alimentaire locale, pourraient résoudre la question. Moi, je m'en félicite puisque je viens de la pensée du territoire et du développement local. Dans le même temps, cela ne sera pas suffisant. Et il nous faut, je crois que la priorité aujourd'hui n'est pas tant à la redécouverte du local, c'est très bien, mais plutôt au fait de reconstruire le monde et ses institutions qui permettent au local de s'exprimer, le commerce étant très vraisemblablement une priorité. On pourra y revenir dans le débat si vous le souhaitez. De manière rapide, j'en finirai avec le rôle des scientifiques. En prenant l'exemple du HLPE. Le HLPE, c'est le groupe d'experts de haut niveau créé en 2010 à l'occasion de la réforme du Comité des Nations Unies pour la sécurité alimentaire mondiale, lui-même créé en 1974 pour gérer les questions de sécurité alimentaire au niveau mondial. Vous le voyez là se réunir une fois par an à Rome. Le HLPE, un peu à l'instar du GIEC, a été créé pour produire des évidences et alimenter les politiques publiques. Mais au-delà, il a aussi été créé pour comprendre pourquoi on se prenait le chou sur des questions controversées, sur des polémiques. Et du coup, d'organiser un dialogue qui permette d'alimenter les échanges et les négociations. Alors, un rapport du HLPE, c'est un long processus qui repose sur la consultation publique, sur la relecture par les pairs, intègre différentes formes de connaissances. Il se distingue d'autres formes de production académique parce qu'il traite la controverse, justement, contrairement aux rapports internationaux, des organisations internationales qui le contournent. Et par rapport au plaidoyer, il essaye de comprendre les distinctions entre les différents plaidoyers et les différents courants de pensée. Et on a là, on le voit, que ce soit avec le HLPE ou avec d'autres, finalement un nouveau mode de relation de la science aux politiques, qui prend la complexité comme elle est, qui produit des évidences avec une évolution de la fonction de production de connaissances qui n'est plus uniquement celle de l'ingénierie et de la réponse à une question, mais également d'éclairer l'incertain, pour dépasser les polarisations entre certitude et doute, et d'une certaine manière, instruire de nouvelles manières de débat politique et de négociation à partir des connaissances et à partir des désaccords. On le voit bien aussi à l'occasion du Covid. En fait, avec cette illustration sur la diversité des opinions, quelle est votre opinion sur la pénurie d'aliments dans le monde, avec le représentant africain qui dit c'est quoi les aliments, l'Européen c'est quoi la pénurie, l'Américain c'est quoi le reste du monde, et les pays arabes c'est quoi une opinion, on voit bien qu'il y a besoin d'un grand effort de médiation et de rendre la controverse féconde. Le HLPE a ainsi il fait l'agenda d'une certaine manière. Ici, vous voyez l'identification des thèmes critiques et émergents et le comité de sécurité alimentaire, sur la base de ce panier de thèmes, a demandé au HLPE plus récemment de produire un rapport sur l'agroécologie et sur, d'une certaine manière, la révision des différentes formes de produire en tenant compte des enjeux du futur. Donc, le HLPE fait l'agenda, il fait aussi la norme. Ici, vous avez la production en 2017 d'un rapport sur les systèmes alimentaires dans le monde qui a recommandé l'élaboration de directives volontaires sur les environnements alimentaires, et ces directives doivent être bientôt, en octobre 2020, validées par les Nations Unies. Un tel rapport, comme celui du HLPE, c'est un long processus que je ne détaillerai pas trop ici, mais qui émerge ici en 2015 par une requête et qui se traduit en 2020, si tout va bien, par des directives volontaires. Vous voyez que 5 ans pour élaborer des directives sur la base d'une expertise scientifique, c'est quand même un temps relativement long, et on peut bien évidemment se poser la question de la cohérence avec l'agenda du développement durable. Quoi qu'il en soit,
vous voyez que tout ce que je viens de dire aboutit à revisiter le rôle de l'expert. Il ne s'agit plus uniquement d'élaborer des technologies, même si cela reste essentiel, y compris dans la dimension du traitement des controverses et la dimension éthique, mais aussi de s'inscrire dans des dispositifs d'innovation, d'éclairer les processus complexes et leurs contradictions, d'élaborer des métriques permettant de mesurer les performances, de construire de nouveaux agendas et de nouveaux paradigmes, de préparer les compétences, comme ici dans le cadre de l'Université européenne de laquelle Montpellier fait partie, d'alimenter les négociations et la diplomatie scientifique et de s'engager dans des processus de prospective. Je reviens sur mon plan et des messages clés. Oui, la sécurité alimentaire est une préoccupation depuis la nuit des temps, mais tout récemment s'est installée à l'échelle mondiale. Nous avons affaire à une image qui bouge. Elle est toujours d'actualité, cette insécurité alimentaire, mais n'est plus uniquement une question d'offre et n'est plus uniquement une question de faim. Nous avons affaire au problème numéro 1 de santé publique, avec des systèmes alimentaires qui sont au cœur des problématiques planétaires et des transformations profondes à opérer, localement comme globalement. Et pour cela, une expertise mondiale qui s'organise, mais aussi de nouveaux défis et rôles pour le scientifique et l'expert. Je vous remercie. Je vous propose ici quelques lectures.